Bonjour tout le monde, ici Éric Grenier avec mon ami Philippe J. Fournier pour ce nouvel épisode du Balado Les Chiffres, le dernier épisode avant le jour du vote. Philippe, comment ça va? On est à la fin. Oui, nous sommes dans le dernier sprint. Et comme vous pouvez le remarquer, comme tu peux le remarquer, Eric, aujourd'hui, pas le veston, mais c'est le hoodie. C'est le dernier week-end. Je vais porter suffisamment de vestons et de cravates dans les prochains jours qu'aujourd'hui, je me suis dit samedi matin, je porte un hoodie. Donc, Eric, toi, comment vas-tu? Comment tu survis les derniers jours? Est-ce que tout va bien de ton côté? Oui. J'ai dernier dose d'adrénaline juste avant la fin. Et je pense que je vais me planter juste après. Mais je suis hâte de savoir ça va être quoi les résultats. Et aujourd'hui, on va discuter un peu l'état de la course, mais on va aussi faire un petit tour du Québec pour identifier les circonscriptions à surveiller lundi soir. Je pense qu'on doit commencer peut-être. Il y avait un nouveau sondage de Léger, c'était un sondage pour Québécois, avec un échantillon normal de 1000 personnes au Québec. Donc peut-être on peut commencer avec ces chiffres-là. Donc, juste au Québec, les derniers chiffres de Léger, la firme Léger a déjà dit que c'était le dernier sondage. Donc, intéressant, ils décident de publier, ils sont les premiers, je crois, à publier leurs derniers chiffres. Donc, au Québec, roulement de tambour, mon cher Eric, 42% pour le Parti libéral du Canada, 26% pour le Bloc québécois, 24% pour les conservateurs, 5% pour le NPD, 2 partis verts, 1 parti populaire. Si on compare ces chiffres-là, Éric, à la dernière élection, ce serait un gain de 8 points pour le Parti libéral, ce serait une perte de 6 points pour le Bloc québécois, quand même une hausse de 5,5 points pour le Parti conservateur. Si vraiment les conservateurs ont 24%, historiquement, c'est un bon résultat pour le PCC. Seulement 5% pour le NPD qui était juste sous la barre des 10% au Québec en 2021. Qu'est-ce que tu vois dans ces chiffres, Éric? Qu'est-ce que ça te dit? Mais on voit parmi les francophones, c'est un course assez serré. C'est presque un course à 3, avec 34% pour les libéraux, 33% pour le Bloc et 25% pour les conservateurs. Quand même, hein? Oui, c'est intéressant de voir. Parmi tous les partis, c'est les conservateurs qui ont le même niveau d'appui parmi les anglophones et les francophones. Peut-être c'est le seul parti national au Québec, donc. Mais on a vu que dans ce sondage-là, il y a une avance assez importante dans la grande région de Montréal pour les libéraux, 50% Vraiment? Contre 22% pour le Bloc québécois. C'est un chiffre assez bas pour le Bloc. Mes projections avaient le Bloc un peu plus haut que ça dans la région. Mais à Québec, c'est 41% pour les conservateurs, donc ça va bien pour eux. Les libéraux en deuxième avec 30%. Et dans le reste du Québec, les régions, c'est 35% pour les libéraux, 31% pour le Bloc et 27% pour les conservateurs. Quand même, hein? Oui, donc je me demande c'est où ce 27%? Peut-être dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le centre du Québec? Oui, Chaudière-Appalaches. Un peu, on sait que les conservateurs gagnent rarement, mais ils ont des bons chiffres en Estrie. Je ne sais pas si ça va jusque-là. L'échantillon du Grand Montréal est intéressant. Donc, c'est 342 répondants. Ça veut dire qu'il y a quand même un niveau d'incertitude, mais c'est pas non plus minuscule. Je veux dire, c'est un échantillon tout à fait respectable. 50% pour le Parti libéral dans le Grand Montréal. Avec des chiffres comme ça, il y a des gains à faire dans le 4-5-0. Et donc, ce ne sera pas juste sur l'île. Et le Bloc à 22%, ça me dit que les circonscriptions dont nous avons discuté à quelques reprises, toi et moi, Éric, et qui ont été ratissés par le chef bloquiste dans les derniers jours, les Basses-Laurentides, la Montérégie, un peu la Naudière, toutes les banlieues de Montréal, attention, il pourrait y avoir des pertes importantes pour le Bloc. J'ai encore environ 24-25 sièges pour le Bloc présentement, mais en regardant ce sondage léger, je me dis, c'est peut-être plus 21-22 sièges pour le Bloc. Troisième à Québec, est-ce que si le Bloc est 18 points derrière les conservateurs à Québec, est-ce qu'ils peuvent garder Beauport-Limoilou? Je ne crois pas.
Je ne crois pas. Ils avaient gagné avec le redécoupage, le Beauport-les-Moilous, les Nouvelles Frontières. Le Bloc avait gagné par un demi-point. Alors, je veux dire, il pourrait avoir une forte sortie du vote dans Limoilou, évidemment, pour le Bloc québécois, mais les chiffres suggèrent que le Bloc devrait perdre cette circonscription-là, et là, il ne resterait que Montmorency-Charlevoix. Mais chez les francophones, comme tu le dis, je suis content que tu l'as dit, 34 libéral, 33 blocs, donc une course à 2 avec les conservateurs en 3e place. C'est intéressant parce que Justin Trudeau n'avait pas gagné le vote francophone en 2019 et 2021. Donc, il pourrait avoir des nouveaux sièges dans le Québec francophone pour les libéraux ici. Au niveau national au Canada, l'état des choses avec les sondages, ça a changé un peu depuis la dernière semaine. Que maintenant, on voit souvent les sondages qui indiquent une avance des libéraux de 3 à 5 points et pas 4 à 6 ou 5 à 7. Mais nos projections sont toujours une avance pour les libéraux aux côtés des sièges, là, avec une majorité, avec une chance pour un gouvernement minoritaire aussi. On disait que peut-être la minorité va se jouer au Québec, mais encore là, avec des chiffres qu'on a vus de Léger, c'est difficile de ne pas croire des chiffres de Léger. Je pense pas que la minorité va se jouer au Québec. Ben pour qu'il y ait une minorité, avec les chiffres de Léger, donc disons-le au niveau fédéral, 43 libéral, 39 conservateurs, ce qui comprend une avance de 8 points en Ontario, une avance de 16 points pour les libéraux au Québec, une avance de 18 points dans l'Atlantique et une égalité statistique, une avance de 3 points pour les libéraux en Colombie-Britannique. Pour que ce soit une minorité, il faudrait que les chiffres au Québec soient erronés. Si le Parti libéral a 16 points d'avance au Québec et 8 points d'avance en Ontario, c'est vraiment difficile de voir un scénario minoritaire, à moins que les chiffres sous-estiment les conservateurs et le Bloc en même temps. Oui, c'est surtout maintenant au Colombie-Britannique ou en Ontario, parce qu'on a vu que la course est serrée en Ontario. C'est pas une avance de 10 à 11 points pour les libéraux, c'est maintenant 7 à 8. Ouais. Je pense que c'est toujours assez pour les libéraux de gagner un gouvernement majoritaire. Je pense que je vois pas beaucoup de signes dans ces sondages-là que on va avoir une surprise d'ici lundi. Parmi les Canadiens les plus âgés, on voit une avance plus importante pour les libéraux. Donc, probablement, ça va donner un bonus pour les libéraux le jour du vote. Ouais. Mais on verra. On va avoir beaucoup de sondages qui vont être publiés samedi et dimanche. On est samedi matin maintenant. Donc, ça pourrait changer, mais il faut que ça change énormément. Radicalement. Ouais. Radicalement. Les chiffres de Léger, qui ferait le meilleur premier ministre? Ils ont été vraiment stables au cours de la campagne. Et ça, bien sûr, ça comprend tous les électeurs, pas juste les électeurs décidés. Et intéressant si on regarde justement avec les intentions de vote, mais en comprenant les indécis. Les libéraux sont à 38, les conservateurs sont à 34. Ça, c'est avec les indécis. On regarde les chiffres. Qui ferait le meilleur premier ministre? 40% Mark Carney, 31% Pierre Poilievre. Donc, on voit que Mark Carney est un peu au-dessus de son parti. C'est rapproché, mais c'est un peu au-dessus. Alors que Pierre Poilievre est un peu en dessous de son parti. Et ça, on a vu ça au travers de la campagne. Ça ne semble pas avoir changé. On voit des fluctuations sans cesse, bien sûr, et d'un sondage à l'autre, les chiffres peuvent changer, mais la grande tendance, vraiment, Mark Carney est perçu comme un meilleur potentiel premier ministre que Pierre Poilievre. Pierre Poilievre plaît énormément à sa base, mais pas à l'électeur moyen en dehors de la base conservatrice. Et bien sûr, c'est un gros problème. Et j'ajouterais aussi, Éric, quand le sondage Léger demande qui a fait la meilleure campagne, et bien sûr, c'est très partisan comme réponse généralement, mais on voit 40% pour M. Carney, 29% pour M. Poilievre. 75% des électeurs des conservateurs disent que Pierre Poilievre a eu la meilleure campagne. Ça veut dire qu'il y a 25% qui n'ont pas pointé vers Pierre Poilievre. Donc, je pense que ça en dit quand même beaucoup.
OK, veux-tu faire notre tour du Québec? Regardons la carte. Est-ce que tu as ta carte pas très loin, Eric? J'ai pas une carte, mais j'ai une liste. Tu as une liste de circonscriptions. Ouais. Je vais te pitcher quelques circonscriptions. Mais peut-être on peut faire ça comme par On pourrait région. faire par région. OK, peut-être on peut commencer dans l'est du Québec. Oui, absolument. Ben, le plus à l'est, le plus à l'est. Le plus à l'est, ça serait Côte-Nord, Kawawa-Chikamach, Nitasan, j'ai pratiqué, oui. Mais je pense qu'on devrait parler de Gaspésie, les îles de la Madeleine, Listigouge. Oui. Éric, cette circonscription-là, je pense à l'automne, j'étais 99% certain. C'est un gain facile pour le Bloc. Et je dis un gain facile pour le Bloc, c'est surtout à cause du redécoupage. La circonscription a été charcutée et on a ajouté Matane. Et Matane, bien sûr, très bloquiste, très péquiste au provincial. J'ai comme fait, OK, Mme Leboutillier n'a pas de chance. Mais, avec les chiffres qu'on voit présentement, qu'est-ce que tu vois présentement? Moi, j'ai enclin aux libéraux. Moi aussi, j'ai une projection plus forte peut-être pour les libéraux en Gaspésie. Ma Gaspésie, je veux dire. Ta Gaspésie, bien sûr, oui. C'est ça. Mais oui, avec le changement qu'on a vu dans les sondages, je pense que ça va être un siège que les libéraux pourraient garder. Mm-hmm. On a vu, il y avait une avance dans les régions du Québec, dans le sondage de Léger. Et avec les tendances qu'on a vues, je pense pas que ça va changer. Mais peut-être il va y avoir des facteurs un peu plus locaux. Je sais qu'il y avait des problèmes avec les pêcheries et le ministère. Oui. Donc peut-être ça peut faire quelque chose. Mais je pense qu'avec les tendances qu'on a vues, ça va être difficile de voir une circonscription où il y a un député sortant du Parti libéral au Québec qui va être en deuxième place la soirée de lundi. En effet, oui. Non, moi aussi, je suis d'accord. Évidemment, c'était pas du tout le cas il y a quelques mois, mais avec les chiffres, encore une fois, 42% pour les libéraux. Justin Trudeau n'a jamais fait ça à 3 reprises. Son score le plus haut au Québec, je pense que c'était 36, quelque chose en 2015. Alors, c'est vraiment difficile. S'il y a un député libéral qui passe à sa circonscription, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'hyper local où il a mal ratissé, où il a mal fait sortir son vote. Si la machine fonctionne comme on le pense, les sièges libéraux au Québec devraient demeurer libéraux, en effet. Choisis-en une. Peut-être dans Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'on va avoir des changements là? Il y a une circonscription du Parti conservateur, Chicoutimi-Le-Fjord. Le Bloc et le Parti sortant en Lac-Saint-Jean, Jonquière, sur le Côte-Nord et à Montmorency-Charlevoix. Je pense que le Bloc va avoir des problèmes à Montmorency-Charlevoix. On a vu à plusieurs reprises que Yves-François Blanchet est passé par là. Mais je ne sais pas dans le reste du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'on va voir un autre député conservateur dans cette région? Ben, disons-le, Montmorency-Charlevoix est un peu à Québec et un peu... C'est une grande circonscription, une vaste circonscription. Et encore une fois, avec le redécoupage, l'écart entre les conservateurs et le Bloc, à l'avantage du Bloc, c'était moins de 3 points. Alors, si on regarde les chiffres du Bloc à Québec, les chiffres du Bloc en région... il pourrait avoir une division du vote et les conservateurs pourraient se faufiler. Donc, moi, pour l'instant, j'ai un pivot à Montmorency-Charlevoix, conservateur-bloc. Pour ce qui est du Saguenay, que j'aurais aimé avoir des données locales. Je pensais vraiment qu'on en aurait. Et là, Chicoutimi-Le-Fjord, bien sûr, on sait que M. Martel, il a gagné sa circonscription, bien sûr, mais c'était quand même serré. Le Bloc, s'il performe bien dans une région, en particulier au Québec, ça devrait être dans le grand Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, moi, je ne vois pas de changement. Je pense que le Bloc va défendre ces 2 circonscriptions, va être compétitif dans Chicoutimi-Le-Fjord. J'ai de la misère à voir le Bloc gagner dans Montmorency-Charlevoix, mais encore une fois, mes chiffres sont très serrés. Oui. Selon mes projections, j'ai un course plus serré à Jonquière. Je ne sais pas si ça va être quelque chose qui va se produire. Mais on a vu dans le sondage de Léger, les conservateurs avaient un score assez bon dans les régions. Ouais. Peut-être c'est concentré un peu dans les autres régions, mais c'est dommage qu'on n'a pas vu un sondage de Segma, par exemple. J'étais certain qu'on en aurait. Oui, non. Mais je pense que ça va être à surveiller. Mais est-ce qu'il va y avoir des changements à part de Montmorency-Charlevoix? Je ne sais pas. Québec?
Ben, à Québec, Ouais. moi, je vois Beauport-les-Moilous. C'est pas une surprise. C'était serré il y a 6 ans. C'était serré il y a 4 ans. Je pense que ça devrait être encore serré. J'ai encore, comme j'ai dit tantôt, avec les chiffres de léger, si Madame, c'est quoi, Vignola, excusez-moi, je vais bien prononcer, Julie Hmm. Vignola, si la députée Julie Vignola parvient à défendre, vraiment, ça va être un exploit Ouais. d'un exemple d'un député local qui s'incruse dans sa circonscription et qui fait sortir son vote. Les chiffres suggèrent qu'elle devrait perdre. Ça veut pas dire qu'elle va perdre, mais ça veut dire que, selon les chiffres que nous avons qui sont disponibles, ça serait vraiment étonnant que le Bloc conserve Beauport-les-Moilous. Donc moi, j'aurais un conservateur enclin dans Beauport-les-Moilous. Et toi? Oui, moi aussi, je donne l'avantage aux conservateurs. Je pense que ça va être probablement le seul changement, à part encore de Montmorency, Charlevoix, Ouais. qui inclut un peu de la grande région de la ville de Québec. Mais je pense que ça va être le seul siège qui va changer demain dans la région. OK. On Centre du reste... Québec, Estrie peut-être? Euh, je je n'ai Trois-Rivières? pas de changement. Ben, j'ai Shefford, la circonscription qui couvre entre autres Granby et qui chevauche l'Estrie et la fin de la Montérégie. J'ai Shefford qui est enclin libéral, ce qui serait un gain. Oui, moi Tu aussi. viens de mentionner Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est toujours serré. J'ai encore une fois des chiffres serrés. Ce qui est intéressant à Trois-Rivières, c'est que, tu sais, encore une fois, c'est l'ancien maire de Trois-Rivières qui se présente pour les conservateurs pour la troisième fois. Oui, pour la Il, troisième fois. il Ouais. a toujours son 28, 29, 30%. Est-ce qu'il est capable d'avoir 33? Euh, bien sûr, on a eu la nouvelle, le député bloquiste qui, bon, il a été opéré, M. Villemur, à Trois-Rivières, qui a été opéré pour un cancer. Donc, on lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Il a rencontré le chef est allé le visiter. Donc, je veux dire, c'est difficile de faire campagne quand on est malade et surtout quand on se remet d'une opération de convalescence. Donc, je ne sais pas si à quel point il va avoir peut-être un vote de sympathie. Est-ce que son équipe va être capable de faire sortir le vote sans qu'il soit lui-même capable de ratisser sa conscription? C'est un scénario un peu triste et bien sûr, on le souhaite bonne chance à M. Villemur. Mais considérant les chiffres à Trois-Rivières, c'était tellement serré je pense que c'était moins de 100 votes au final avec les votes par la poste qui avait été comptés en 2021. Donc, encore une fois, si le Bloc parvient à conserver Trois-Rivières, c'est un exploit, selon moi. Oui, je pense que oui. Pour moi, c'est un siège pivot entre les conservateurs et les libéraux. Moi, j'ai pas le bloc qui est. Le bloc qui est en troisième place et pas si loin que ça, mais je pense que ça va être difficile pour le bloc. Mais j'ai trouvé ça intéressant, un peu curieux de voir que Yves-François Blanchet a passé un peu du temps à Shawinigan et à Oui, Victoriaville. oui, Ça, c'est des sièges qui ne sont pas vraiment dans la course. C'est Maurice Champlain, c'est le siège de François-Philippe Champagne, oui. et Richemont-Arthabasca, qui est un siège assez bon pour les conservateurs. Ouais. Je ne sais pas pourquoi Yves-François Blanchet a arrêté dans ces deux villes-là, mais Ben, j'ai une hypothèse. OK. Il vient de Shawinigan. Donc, il vient de cette région-là. Alors, c'était son patelin pendant très longtemps. Bien sûr, présentement, il représente Belleuil-Chambly sur la rive sud de Montréal. Mais, fait en effet, peut-être que c'était si on fait le tracé entre Shawinigan et Victoriaville, il y a des circonscriptions bloquistes en chemin. Mais en effet, ces deux arrêts-là, je ne pense pas que Richemont-Arthabasca soit à portée du Bloc québécois. Ça serait je sais que c'est maintenant un nouveau candidat pour Éric Lefebvre, un nouveau candidat pour les conservateurs, ancien caquiste. Être un caquiste présentement n'est pas nécessairement une prime à l'urne, on va le dire, mais la marge était tellement élevée pour les conservateurs dans cette circonscription-là. Donc, ça serait étonnant de voir un bond de 20 points pour le Bloc, parce que c'est ce qu'ils auraient besoin pour l'emporter. Ouais. OK. Avant d'aller dans la grande région de Montréal, peut-être on peut faire un arrêt dans l'ouest du Québec. Oui. Je pense pas qu'on va voir des changements en Outaouais. Non, ça devrait Le être... siège de Argenta et la Petite Nation est souvent assez serré entre les libéraux et le Bloc, mais encore là, c'est un député sortant libéral, donc je pense pas que ça va changer du cap. Mais encore aujourd'hui, un arrêt curieux de Yves-François Blanchet à Mont-Laurier, donc le Laurentier de la Belle, et à Val-d'Or.
c'est pas facile de se rendre à Val-d'Or. Non. Et c'est dans l'océan, ça fait partie de circonscription d'Abitibi, Bay James, Nunavik, EU. Et selon mes projections, c'est un comté pivot entre les libéraux et le Bloc. Mais ça prend du temps d'aller à Val-d'Or par autobus. C'était pas avec un avion. Wow. C'est intéressant ça, parce qu'on l'a mentionné lors de notre dernier épisode en anglais. Donc, tu sais, il y a une ancienne grande chef CRI, Madame Mandy Gull, je ne sais pas si je le prononce bien, je m'excuse, qui essaie de battre Madame Sylvie Bérubé, qui est la députée sortante de cette grande circonscription. Mm-hmm. Donc, peut-être que les chiffres internes du Bloc québécois disent que ça serait bien d'envoyer le chef dans ce coin-là dans la dernière fin de semaine. Évidemment, on pourrait dire, attention, M. Blanchette devrait plus porter son attention sur la grande région de Montréal, mais il a passé presque toute la semaine à ratisser les banlieues de Montréal. Ouais. Alors, j'imagine qu'il y a une logique là-dedans. Mais en effet, Abitibi, Bay James, Nunavik et EU, ça fait partie des circonscriptions pivots au Québec que le Bloc aimerait défendre. OK. On va suivre M. Blanchette qui, après son arrêt à Val-d'Or, est allé dans le Rive-Nord. Il y a plusieurs circonscriptions dans cette région-là. Les pays d'en haut, peut-être ça va être difficile pour les libéraux, mais c'est quand même, peut-être ça va être serré. Thérèse de Blainville, Rivière-des-Mille-Îles, peut-être Terrebonne. Peut-être Terrebonne. C'est intéressant, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Ben, l'affaire, c'est que, OK, moi, j'ai Rivière-des-Mille-Îles et Thérèse de Blainville. Encore une fois, on fait attention avec les effets hyper locaux, mais selon les chiffres, les libéraux devraient gagner ces deux circonscriptions-là. Ouais. Je suis moins certain pour Terrebonne. Je pense que ça pourrait être serré. Mais la dimension intéressante, évidemment, la circonscription provinciale et fédérale de Terrebonne, c'est pas tout à fait la même, mais ça comprend quand même la grande banlieue de Terrebonne. Et au provincial, ils viennent d'envoyer une députée du Parti québécois avec une marge impressionnante. Et je vois une certaine partie de la complexité du Québec. Si le Parti libéral du Canada, avec Mark Carney, arrive à gagner Terrebonne, je ne sais pas, le Bloc devrait gagner Terrebonne. Si le Bloc ne gagne pas Terrebonne, il y a quelque chose qui s'est passé dans la machine électorale, ou peut-être c'est justement parce que le Bloc n'a pas une bonne soirée. Et s'ils perdent Terrebonne, peut-être qu'ils en perdent plusieurs autres dans les couronnes de Montréal. Moi, j'ai Terrebonne encore Bloc québécois enclin. Mais les deux partis sont dans la marge d'erreur. Pour moi aussi, pour moi, c'est un siège, un comté pivot entre les deux partis. Je donne l'avantage aux libéraux à Thérèse de Blainville et aussi à Rivière-des-Mille-Îles. Et dans les pays d'en haut, c'est toujours une avance pour le Bloc. Mais moi aussi. Ça va être intéressant de voir ça va être quoi les résultats pour les libéraux dans le Rive-Nord. Je pense pas qu'il va y avoir des changements à Laval. Ça va rester. Ça serait très étonnant à Laval. Oui, OK. Peux-tu aller sur l'île de Montréal ou le Rive-Sud? Sur l'île de Montréal, parlons-en. L'île de Montréal, je pense qu'il va y avoir au moins un grand changement. Et c'est une circonscription sur laquelle on s'est beaucoup penché à l'automne. La Salle-et-Mort-Verdun. Écoutez, le député du Bloc québécois qui avait remporté cette circonscription-là, toutes les félicitations. C'est une belle expérience de vie. C'était une très bonne campagne. Et c'était un exploit de vraiment... Ça fait partie des ce qu'on dit en anglais « death by a thousand cuts », la mort par 1000 coups de couteau. Ça fait partie un des coups de couteau qui a vraiment poussé Justin Trudeau vers la sortie. Cependant, avec les chiffres que nous avons, ça serait impensable que le Bloc québécois retienne cette circonscription-là. Alors, moi, je l'ai pour les libéraux. Et pour l'instant, pour moi, c'est le seul changement à Montréal. Ah oui, parce que, encore là, j'ai un arrêt curieux de Yves-François Blanchet. Il va finir son journée aujourd'hui, samedi. Pas Pointe-aux-Trembles. À la Pointe-de-l'Île. Pointe-de-l'Île, wow! Avec Mario Beaulieu. C'est difficile de voir Mario Beaulieu perdre la Pointe-de-l'Île, cependant. C'est vrai que la circonscription a changé, cependant. Oui. Moi, je donne l'avantage toujours au Bloc, mais par quelques points. À surveiller, hein? Oui. Okay. C'est possible que le seul siège qui ne va pas être rouge sur l'île de Montréal, lundi soir, ça va être Rosemont-la-Petite-Patrie, qui va être orange NPD. Mais à part de ça,
Hey, si les libéraux gagnent Terrebonne, la Pointe-de-l'Île, Wow. probablement ils ont 45 sièges au Québec. S'ils gagnent la Pointe-de-l'Île, ils en ont peut-être 50 au Québec. Je veux dire, ça serait vraiment... Écoute, si la Pointe-de-l'Île tombe libérale, c'est parce que Longueuil est libéral, l'Acadie-Saint-Bruno est libéral sur la rive sud, Pierre Boucher, les Patriotes Verchères pourraient l'être aussi. Je veux dire, tu as raison que c'est à surveiller, mais Colin. Enfin, c'est que aussi, la Pointe-de-l'Île, c'est pas Montréal. C'est sur l'île de Montréal, mais je dis ça affectueusement, c'est comme Repentigny-Ouest. C'est plus une banlieue de Montréal. C'est comme, mais aussi de façon provinciale, ça ne vote, ça n'a pas les mêmes tendances électorales que le reste de Montréal. Fait que moi aussi, les chiffres me disent que ça pourrait être serré. Si les libéraux gagnent la Pointe-de-l'Île, le Bloc a une très mauvaise soirée. Donc, moi, je donne encore l'avantage au Bloc. OK. Maintenant, le Rive-Sud. Attends un petit instant, par exemple. Rosemont, OK. la petite patrie, est-ce que ça vaut la peine d'y penser? Juste, C'est et on n'a pas difficile, discuté n'est-ce pas? aussi, on a pas mentionné Berthier Masquinongé. Peut-être on peut mettre les deux ensemble. Alexandre Boulris et Rutaline Brousseau. Ouais. C'est moins pour elle, mais est-ce qu'ils gagneraient s'ils étaient des candidats indépendants? Est-ce que ça changerait Oh beaucoup boy. qu'ils sont des néo-démocrates? Je pense Ben, que non. Je pense que pour Boulris, je veux dire, au provincial, Québec solidaire a gagné ici, je ne suis pas sûr pour en 2026 par exemple, mais il y a un fond de centre-gauche dans cette partie de Montréal. Je veux dire, ça recoupe la circonscription de Gabriel Nadeau-Dubois aussi. C'est comme... Alors, je pense que M. Boulris est aidé par la marque orange, par le nouveau Parti démocratique. Pour Mme Brosseau, ça, c'est une autre question, cependant. Je ne sais pas comment elle est aidée par la marque du NPD à Berthier-Masquinongé. Mais, je veux dire, OK, dernière élection, 49% pour M. Boulris du NPD. Son plus proche rival était le Parti libéral à 23%. Est-ce que le Parti libéral pourrait grimper à 30% dans la circonscription? Oui, mais ça veut dire qu'ils perdent. Est-ce que le Parti libéral pourrait grimper à 35%? Oui, mais ça veut encore dire qu'il perd. J'ai vraiment de la difficulté à voir le PLC grimper de 17-18 points dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Fait que je pense que ça devrait être NPD, mais je ne qualifie plus le Rosemont-la-Petite-Patrie comme solide. Avant, je disais c'est solide, maintenant, je dis c'est probable. OK. Selon mes projections, il y a toujours une incertitude avec l'NPD parce que c'est un effet local pour ce parti. Quand le parti était à 10% et maintenant c'est à 5% au Québec, je pense pas que Boulris va perdre la moitié de son appui. Non donc, il faut avoir un calcul un peu différent. Oui, OK. absolument. La Rive-Sud. La Rive-Sud. Je surveille... en fait, moi, j'ai 3 comtés à surveiller. OK. Avec peut-être un 4e qui est un peu moins probable. Je surveille La Prairie, Atataken, Oui. Longueuil-Saint-Hubert et Mont-Saint-Bruno, l'Acadie. Pour l'instant, j'ai Longueuil-Saint-Hubert et Mont-Saint-Bruno-l'Acadie, rouge très pâle. Et j'ai La Prairie, Atataken, bleu poudre très pâle. Donc, c'est les 3 vraiment que je surveille. Les 3 appartiennent au bloc. Appartenaient au bloc, les circonscriptions ont changé. Et j'en ai potentiellement 2 gains pour les libéraux ici. Qu'est-ce que tu as? Donc, les 3 étaient... C'était quoi encore? C'était bloc, bloc, bloc. Les 3 étaient au bloc. OK. Tu veux dire les noms? C'est Oui. La Prairie à Tateken, Longueuil-Saint-Hubert et OK. Mont-Saint-Bruno, l'Acadie. Pour moi, c'est que je pense que Longueuil-Saint-Hubert, c'est presque déjà gagné. Pour les libéraux. Donc, je ne sais pas si je vais suivre ça. C'est la même chose avec Châteauguay. Parce que Ouais, Châteauguay était un marge de une douzaine de votes. C'était 12 votes. Ouais, le OK. candidat Donc, je bloquiste, pense que- ça va être crève-cœur parce qu'il avait été comme déclaré gagnant Oui. le soir même. Le vote par la poste est rentré. Mme Shanahan l'avait remporté par 12 votes. Mais la circonscription a vraiment beaucoup changé. Ouais. Mais oui, je 12 pense votes. que c'est déjà gagné pour les libéraux. Je pense pas que je vais surveiller ça avec beaucoup de curiosité. Mais oui, Mont-Saint-Bruno, l'Acadie, ça va être intéressant, ça va être serré. Encore là, j'ai vu que Yves-François Blanchet, je pense qu'il va être
Il est à Châteauguay. Il a passé par Saint-Jean. Saint-Jean, encore là, si les libéraux sont à 50 sièges, peut-être Saint-Jean va être un de ces sièges-là. Mais oui, il y a plusieurs sièges où ça pourrait changer, mais oui, j'ai pas beaucoup de autres circonscriptions à surveiller. Pour ce qui est justement de Châteauguay, les jardins de Napierville, le candidat bloquiste qui avait perdu par 12 sièges, son nom c'est Patrick O'Hara. Il avait perdu avec grâce. Et je me rappelle, encore une fois, je m'étais mis à sa place. Perdre par 12 votes quand il y avait quelque chose comme 80 000 votes dans la circonscription. Vraiment, ça doit faire mal au cœur en disant « Wow, c'est 2 minivans. » C'est tellement proche. Et il se représente, c'est tout à son honneur. C'est juste qu'avec les chiffres qu'on a, c'est vraiment difficile de voir une victoire du Bloc, mais on verra bien. Peut-être qu'il pourrait causer la surprise. OK, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Juste quelques minutes sur les autres circonscriptions avec beaucoup de francophones au Canada. Je pense pas qu'on va voir de changement dans l'Acadie. Le nord de Nouveau-Brunswick, ça a l'air que ça va être assez certain pour les libéraux. Beauséjour aussi, Moncton. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements dans ces coins-là. Dis-moi, je te pose la question. Je me pose la question. Miramichi, Grand Lake, il y a quelques francophones. Je ne sais pas majoritairement francophones, mais il y en a. Qu'est-ce que tu vois dans Miramichi présentement? Presque égalité. Égalité, moi aussi. Ouais. Non, ça va être à surveiller, mais à part de ça, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements. En Ontario, il y a le comté Prescott-Russell-Cumberland qui est majoritairement francophone. C'est le seul qui n'est pas au Québec ou au Nouveau-Brunswick, qui est majoritairement francophone. C'est pas Francis Drouin qui va se représenter, donc il y a un nouveau candidat pour les libéraux, une nouvelle candidate. Mais je pense que si les libéraux a gagné ce siège-là en 2021, il va gagner encore en 2025. Bon, en effet, c'est difficile de voir un renversement dans ce comté-là. M. Drouin l'avait remporté par une bonne marge, non? Mm-hmm. C'était quoi? C'était 15 points en 2021. Donc, moi, j'ai une avance de presque 20 points pour la candidate libérale, qui son nom, c'est Mme Mingarelli. Donc, donc voilà, je pense qu'elle est favorite. OK. Et Ottawa-Vanier, ça va être toujours libéral. Ça serait étonnant. Ouais. Et Orléans, je pense pas que les conservateurs vont faire un percé là-bas. Et dans le nord, les comtés autour de Sudbury, je pense que ça va être assez serré. Entre les libéraux et les conservateurs, les néo-démocrates dans le passé étaient compétitifs dans cette région-là, mais je pense pas maintenant. Mais qu'est-ce que tu as pour Sudbury? Il y a 2 circonscriptions de Sudbury, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. Sudbury-Est, Manitoulin et Nickel Belt. J'ai libéral probable. Et à Sudbury, moi j'ai libéral solide. Est-ce que je suis trop confiant pour les libéraux? Qu'est-ce que tu as? Peut-être trop. Oui, peut-être un peu. Pour moi, les deux sont. Je dis pas qu'ils sont serrés, mais c'est une avance pour les libéraux. C'est que il y avait 29% pour le néo-démocrate à Sudbury la dernière fois. Ouais. Alors, si, par exemple, on fait un petit calcul rapide, si le NPD perd la moitié de son vote, et je ne dis pas que ça va être le cas dans Sudbury, mais les chiffres en Ontario nous disent c'est à peu près ça, la moitié du vote NPD qui a disparu. Moi, majoritairement, ce vote devrait aller aux libéraux. Encore une fois, à moins qu'on se fasse surprendre, mais la députée sortante, Mme Lapointe, se représente. Donc, j'ai les libéraux vainqueurs pour l'instant à Sudbury. Okay. Favori, je devrais dire. Pas vainqueur, favori. Un autre avec des francophones, Kapuskasing-Timmins, Mushkegowuk. Ça, c'était l'ancien siège de Charlie Angus, qui ne se représente pas. Je pense que ça va faire du mal au NPD. Oui. Ils ont besoin des députés sortants. C'est différent quand ils sont seulement le parti sortant. Ouais. Selon mes projections, c'est un course entre les libéraux et les conservateurs. Le NPD 3e, hein? Wow. Ouais. OK. Ouf. Moi, c'est ça. Moi, c'est une course à 3 avec les libéraux en avance pour l'instant. OK. Et seul autre comté que je pense... à un grand nombre de francophones, c'est probablement Saint-Boniface, Saint-Vital, à Winnipeg. Oui.
Je pense pas que c'est assez rester certain libéral. pour les libéraux. Non, c'est ça. Je pense que ça va être même une victoire facile pour les libéraux. C'était déjà libéral, on va le dire. Mais, tu sais, on va en reparler un peu plus tard, mais Winnipeg, il va avoir quelques sièges intéressants, je pense, à surveiller, mais pas celui-là. Celui-là devrait être libéral. À moins d'une surprise. OK, ben, je pense que ça va être tout. On a fait le tour du Québec et du Canada francophone. Prédiction, Eric. Prédiction. Honnêtement, je vais faire une prédiction. OK. Ouais. Selon les chiffres, les libéraux sont les favoris et ils ont plus d'appui qu'ils avaient en 2021. Donc, mes projections donnent un chance de, je pense que c'est 75%, quelque chose comme ça, pour un gouvernement majoritaire. Donc, ça va être ma prédiction. Je pense que les libéraux, si les chiffres ne changent pas d'ici lundi, il va gagner un gouvernement majoritaire. Ben, mes chiffres disent environ la même chose. Sauf que la face, c'est que, encore une fois, le coussin pour la majorité, je ne le trouve pas très confortable pour les libéraux. Cependant, on doit dire ceci, avec les sondages légers. Allez regarder les sondages légers des dernières élections fédérales, 2015, 2019, 2021. Et en particulier avec 2021, les derniers chiffres de léger disaient 33 libérales, 33 conservateurs. Le résultat a été 33 libérales, 34 conservateurs, et la seule mini sous-évaluation des conservateurs était en Alberta. Alors, si les chiffres de léger sont prêts, s'ils sont près de la marque, la cible, même à 1 point d'écart, c'est sûr que les libéraux remportent une majorité. Pour que ça soit une minorité, il faudrait que Léger ait tort un peu en Ontario, ait tort un peu en Colombie-Britannique, ait tort au Québec. Encore une fois, je répète, 42-26 au Québec, le potentiel, moi je pense que ça va être une quarantaine de sièges, mais ça pourrait être une cinquantaine avec 42-26. Rappelons encore une fois, la vague orange, Jack Layton, c'était 43-23 le résultat. NPD 43, Bloc 23, et le NPD a gagné 59 sièges. Alors, on verra bien. Mais en effet, selon les chiffres, le scénario le plus probable, c'est libéral majoritaire. OK, on verra. On verra. Ça pourra les changer. électeurs vont décider. Hein? C'est ce qu'on dit d'habitude. Donc, merci beaucoup à tous nos auditeurs et merci beaucoup, Philippe, pour faire se joindre à moi pour faire cette balado pendant la campagne électorale. Et j'ai hâte de savoir ça va être quoi les résultats. Oui, puis j'ai hâte aussi justement qu'on puisse se reposer et respirer un peu. Mais merci à tout le monde. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous nos membres. Si vous êtes intéressé à devenir membre du balado, www.leschiffres.ca. Merci de votre soutien. Et bonne élection tout le monde. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voter lundi.